Artiste, pour moi, c'est créer quelque chose, c'est sortir quelque chose de soi-même euh, dans une matière qu'on a choisie. Ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture. On porte tous une petite partie d'artiste en soi. D'accord. Mais alors, il y a ceux qui passent à l'acte. Alors, oui, je dirais il y a ceux qui développent cette petite partie, et puis ceux qui la laissent de côté. Miguel Vallon est avant tout un peintre de talent. Mais cette formule ne saurait suffire à le présenter, car il est aussi galeriste et vichysois, ce qui n'est pas le moindre de ses traits. C'est ici que je suis né, quand même. C'est beau. 3 février 1958. Vichysois. Et si nous commencions par le présenter sous cette identité à laquelle il tient tant? Car son univers intime, plus encore qu'un port d'attache, c'est bien Vichy, reine endormie des villes d'eau, aujourd'hui en chantier pour retrouver de nouvelles heures de gloire. Moi, je suis né à Vichy, donc je suis resté à Vichy. Pour moi, Vichy, c'est important. C'est ma terre natale, quelque part. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent. En plus, c'est une très belle ville et on est fiers de l'endroit où on est né, je pense, quelque part. Dans ce cadre particulier, qui ressemble à un livre d'images d'autrefois, dans les salons de l'Aletti ou ailleurs, gageons qu'en mûrissant, Miguel a trouvé toutes les raisons de devenir le peintre qu'il est. C'est un endroit, pour moi, c'est un endroit mythique de Vichy, en fait. C'est là où sont passées des tas de personnalités. Alors bien sûr, il y a eu un moment du passé qui n'est pas glorieux pour la ville, bien que les Vichysois n'y sont absolument pour rien. Mais c'est un endroit qui est resté dans son jus, dans son temps, on a l'impression que le temps est resté un petit peu figé. Et c'est un endroit chaleureux, que je trouve chaleureux, dans lequel je me sens bien. C'est un endroit quand même intéressant. Voilà, où on est venu d'ailleurs tourner beaucoup de films sur l'histoire de Vichy. Pour ce qui est du passé, pour moi, il n'y a pas vraiment de passé. Le passé, le présent et le futur, pour moi, c'est linéaire, en fait, quelque part. Alors bien sûr, le passé, c'est ce qui vous a construit, le présent, c'est ce qu'on vit, et le futur, on ne sait pas. Mais il serait faux de penser que Miguel est l'homme d'un seul lieu, car son travail de galeriste et sa notoriété de peintre le font voyager au-delà de la seule Auvergne. Pourquoi on expose? On met longtemps pour exposer, moi j'ai mis assez longtemps pour exposer, mais on s'aperçoit un jour que, à force de créer, on accumule et on a besoin de montrer. Alors au début on montre à ses amis, au début à sa famille. Alors bon, on a quelques critiques, il y en a qui disent oui c'est pas mal, c'est bien, oh, c'est beau, etc. C'est pas très objectif et après je pense qu'on se questionne et on se dit bah, j'aimerais bien savoir quand même si c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Et puis il y a le déclic et puis on fait une exposition,
on le montre à un public et là tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Il y a des critiques aussi, c'est les critiques qui permettent d'avancer. Mais il y a aussi ce côté amener cette découverte aux autres, ce partage. C'est comme quand on aime un bon vin, on ne va pas le boire tout seul, on a envie de le partager avec les gens qu'on aime. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, je pense que le côté humain, déjà, c'est le partage des émotions entre artistes, la curiosité aussi de partager on va dire, parce que pour moi, le métier de peintre, c'est un métier. C'est vraiment, c'est une passion, mais c'est un métier. Donc, d'échanger des éléments qui vont aussi faire progresser les uns et les autres. Je pense qu'à chaque fois que j'ai fait exposer des gens, de nouveaux artistes, il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu un éclairage, il y a eu oui, les gens se sont sentis bien. Alors, pourquoi ils se sont sentis bien? Certainement parce que j'étais comme eux, en fait, voilà. Et une sorte de... C'est pas tellement le commercial qui va vendre des œuvres pour quelqu'un, c'est l'artiste aussi qui reçoit l'autre artiste et qui va communiquer, il va y avoir quelque chose, un partage. Voilà. Au milieu je dirais, d'une passion. Voilà. C'est très important de tout montrer et de ne pas se renfermer sur son propre travail. Voilà. Oui, alors j'ai exposé beaucoup de peintres. Alors celui-ci qui est derrière, c'est un tableau de Thomann, qui a été exposé dans un château de la région. Et les personnes qui ont acheté ce château l'ont restauré et il ne convenait plus tout à fait au décor et ils l'ont mis, ils ont voulu le mettre en dépôt à la galerie. Et oui, Miguel ne saurait être un marchand d'œuvres d'art ordinaire. Galeriste expérimenté et averti par ses liens avec les artistes parfois étrangers qu'il expose, il étanche sa soif de nouveauté aux méandres du monde. Ah oui, alors oui, des Coréens, des Russes, des gens du Canada, des gens un petit peu de partout. Et c'est la particularité un petit peu de la galerie. Là, j'ai toujours voulu faire connaître davantage un petit peu les talents d'ailleurs, en quelque sorte, voilà. Alors j'ai fait quelques expositions à l'étranger, c'est vrai, et collaboré aussi avec comment dire, un groupe artistique qui se situe au Mexique, donc. Et j'ai exposé aussi en Corée du Sud, un petit peu partout d'ailleurs. Mais bon, Corée du Sud, je dis souvent la Corée du Sud parce que c'est plus loin, donc pour moi c'était tellement nouveau. Et donc j'ai aussi accueilli des peintres de Corée remarquables d'ailleurs. Chaque jour, Miguel a rendez-vous avec sa toile. Elle représente une fenêtre sur l'imaginaire, mais aussi un jeu de miroir avec la réalité. Ces outils lui permettent d'engager un dialogue, de poursuivre une idée qui ne le quittera que lorsque l'œuvre sera achevée et que son langage en sera la couleur. Toute sa vie durant, Miguel a eu un rapport particulier aux couleurs. Longtemps coloriste aux petits soins pour les belles mécaniques dans son atelier de carrosserie d'Abray, il oriente finalement sa pratique vers l'art, un peu d'abord, puis passionnément ensuite, jusqu'à en faire son quotidien. Mon fil directeur, qu'est-ce que c'est? C'est tout part de l'imagination, donc une idée qui surgit et puis on la développe. Voilà, pourquoi on la développe? Parce qu'elle nous a interpellés quelque part. Et elle surgit de notre imagination et on a envie de réaliser, de l'accoucher en quelque sorte. Voilà. C'est comme une photo en fait. On prend un moment et puis
on l'oublie et puis elle ressort. Donc forcément, à un moment donné, ça va tilter pour quelque chose, des fois d'insignifiant, mais qui va donner son effet sur la toile. Un petit peu, c'est Salvador Dali qui faisait des petits croquis, comme bien d'autres, hein, comme beaucoup de peintres, mais il faisait des petits croquis, il ne les prenait pas. Et puis, lorsqu'il voulait composer une toile, il cherchait dans sa boîte et il regardait ce qu'il pouvait mettre à tel endroit ou tel endroit. Eh bien, le souvenir, c'est ça. On prend des souvenirs, on les met en mémoire, et de temps en temps, ils sortent. Voilà. De toute façon, je pense que quand on commence un tableau, on a le ressenti de quelque chose, on a le ressenti d'émotion, d'émotion aussi de souvenirs visuels, mais on creuse ses idées à travers, voilà, j'allais dire on creuse ses idées à travers la toile en fait. C'est en peignant qu'on projette, nos pensées quelque part. C'est pour ça qu'une toile parle. Ouais. Moi, il arrive un moment, pour ce genre de toile, hein, parce que souvent les toiles que j'ai faites jusqu'à maintenant, elles sont déjà bien établies dans ma tête, elles sont construites, celle-ci elle est venue petit à petit, et je pense qu'au point où j'en suis là, c'est que je suis en train de dialoguer avec ma toile. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais j'apporte quelque chose, j'apporte un sujet, j'apporte une idée, et en fin de compte, une fois que c'est sur la toile, ces idées-là me répondent, et on continue la conversation jusqu'à ce que le point final, en fait, c'est quand on dit que bon, c'est bon, on arrête, voilà. Et on a eu la conversation de la toile entre l'artiste et la matière. On a fini de parler, ça y est, c'est terminé. À bientôt sur une autre toile. Absolument, pas toujours, évidemment, et tant mieux, parce que c'est épuisant, hein. C'est épuisant, mais il m'est arrivé souvent, quand même, d'entamer une toile en l'ayant pensée, et puis au bout d'un moment, me dire non, je peux pas. Je peux pas parce que je la sens plus, cette toile. Le fil est parti, donc il faut l'arrêter. Et quelquefois on dit bon, on va l'arrêter un moment, on va voir si on peut revenir dessus, et puis on essaie, et puis non, ça marche pas. Ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Donc on l'arrête, et on en fait une autre dessus, ce qu'on appelle un peu le repenti de la toile. C'est-à-dire que bon, on la reblanchit par-dessus, et puis on en fait une autre, voilà. Ah oui, je pense qu'elle reste présente, oui, parce que le peu d'énergie, le temps qu'on y a passé, c'est de l'énergie, donc elles sont toujours présentes. Eh bien écoute, elles se marient, ou elles se marient avec la prochaine, et je pense qu'il y a une certaine communion inconnue, cachée, voilà, et une double énergie, voilà, une double énergie qui reste dans la toile. Alors, j'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Par contre, il m'est arrivé de voir des couleurs dans mes rêves qui sont restées, et je me suis dit, ces couleurs-là, il faudrait qu'elles soient sur ma toile. C'est curieux, hein, comme... ouais. Mais bien que je reste dans le dessin quand même. Je reste dans le dessin, mais c'est toujours la couleur, de toute façon, c'est la couleur qui finalise quelque part.
Absolument. Alors déjà, c'est un tableau qui est vert. Moi, je travaille très peu le vert. Il y a des gens qui ont travaillé beaucoup le vert. Alors, je ne sais plus quel peintre qui aimait bien le vert. Je ne sais pas si c'est pas Van Gogh ou... je ne me rappelle plus. Mais bon, moi, j'ai des difficultés avec le vert. Et là, c'est un des seuls tableaux que j'ai réalisé en vert. Alors, il s'intitule... au départ, il s'intitulait la bambouserie. Donc, on voit une forêt de bambou, en fait, avec un reflet dans une grande flaque d'eau, comme une petite mare. Et il a été rebaptisé ensuite, je l'ai rebaptisé l'esprit de la bambouserie, parce que il y a des choses qui sont apparues, dans ce tableau. C'est-à-dire que on m'a souvent dit, même moi, je vois des visages dans ton tableau. Et effectivement, quand on le fixe à un moment, on aperçoit des visages. Donc, je l'ai rebaptisé l'esprit de la bambouserie. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer entre le public et l'œuvre, en fait? Le peintre réalise, et il réalise quelque chose que le public va capter ou pas. Ça, c'est sûr, c'est l'émotion. Et quand elle se réalise, ça veut dire que le message est passé, voilà. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un message? Quelquefois, oui, mais quelquefois, il faut admettre que non. Mais le public, lui, il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose qui lui rappelle une émotion, et il l'a capté dans l'œuvre, entre guillemets, que l'on a fait, dans le tableau qu'on a réalisé. C'est la vie, c'est le partage, c'est la trace de quelque chose, c'est aussi une communication entre l'artiste, entre les humains, je dirais, voilà. C'est une communication silencieuse pour la peinture. Oui, donc il est venu un petit peu par hasard, ce tableau, pour sortir un petit peu de ce que je fais, ou ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose un peu de surréaliste, voilà. Surréaliste, mais bon, donc là, on n'est qu'au début, hein, et il n'est bien sûr pas terminé. Il y a encore des choix de couleurs à déterminer, et puis peut-être des choses à rajouter aussi. Il va s'appeler donc Harmonie temporelle. Harmonie temporelle parce que ça a un rapport avec le temps, évidemment. Donc là, on peut voir qu'il y a un engrenage. Il y a les pendules qui s'envolent par rapport au temps. Voilà, une petite montgolfière dans le ciel, un cheval qui court. Et voilà, et il y a plein de choses qui vont s'ajouter avec des couleurs un peu plus vives. Voilà. Une rupture par rapport à ce que je fais jusqu'à maintenant? Oui. Non, je pense pas que c'est une petite... c'est pas une évolution, c'est quelque chose de différent, voilà. C'est pas non plus une rupture, parce que je continue à faire ce que j'ai toujours fait. Et même, je vais un petit peu plus loin cette fois, c'est que je reprends des tableaux que j'ai déjà faits pour les refaire différemment, voilà. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de peintres qui le font, ça, je ne me suis pas posé la question, mais je vais me servir des tableaux qui ont plu, en fait, les ressortir, mais les ressortir dans peut-être même une matière différente, leur donner plus de relief, etc. Donc, on reste dans le même tableau, mais le même tableau devient différent parce qu'il a une structure différente, voilà. Donc ça, c'est le petit projet qui va venir après. Et puis ça, je vais essayer d'un petit peu de faire une série dans ce style. Voilà, c'est ça. Et ça, vous voyez, c'est une notion intéressante à étudier. C'est un travail que j'ai envie de faire. Voilà, parce que ces tableaux, donc, ils ont été faits vraiment avec passion. Donc, ils ont comme une vie, une deuxième vie ou une troisième vie.
c'est toujours les mêmes, mais on les voit sur un aspect différent. Miguel est un peintre de son temps, un peintre contemporain en quête perpétuelle de réinvention. Les couleurs ? Longtemps il a cru qu'il les choisissait. Mais il sent de plus en plus qu'il doit négocier sans cesse du couteau ou du pinceau ce qu'il attend d'elle. Il compose avec les teintes et les textures pour qu'elles lui permettent de dessiner, puis d'emplir d'ombres et de lumière ce que son esprit filtre et retient du temps, de l'espace, des êtres et des objets. Et cela durera tant qu'il aura de la couleur en tube.